Je suis avec Gérard de Cortanze, un écrivain français bien connu qui aime bien rappeler ses racines italiennes, n'est-ce pas? Absolument. Alors j'ai des racines qui sont doubles, puisque mon nom entier c'est Roero di Cortanze. C'est-à-dire, et ça ne concerne peut-être que moi, mais en tout cas c'est vraiment ma vie, mon existence. Donc je m'appelle Roero, je suis marquis de Cortanze, comte de Calosso, seigneur de Covacuore. Et tout cela concerne le côté paternel. C'est uniquement le côté paternel, c'est-à-dire le Piémont, la première croisade 1099, Asti, Alexandrie, enfin vraiment le château de Cortanze. Tes ancêtres ont participé à la première croisade. Ah oui. Oui, et j'en suis très, très fier d'ailleurs. Et il y a des gravures qui représentent le chevalier Guillaume Roero en train de massacrer des Sarrasins au pied de Jérusalem. Ah oui. Oui, oui. Alors ça, c'est le côté paternel, c'est-à-dire la vieille famille aristocratique piémontaise, le dernier habitant du château de la famille, qui se trouve à Cortanze, à 30 km de Turin, c'est mon grand-père, qui l'a quitté en 1893. Le côté maternel, c'est tout à fait autre chose, c'est une autre Italie, c'est l'Italie de la classe ouvrière napolitaine. Je descends en droite ligne de Fra Diavolo, frère diable. Oui. Et j'aime beaucoup ce personnage, parce qu'il a du sang sur les mains, mais c'est un bandit. Mais c'est aussi un résistant. D'ailleurs, Banditi, vous savez bien, Banditi, ça désignait aussi les Mussoliniens et les Allemands désignaient la résistance italienne par le nom de Banditi. Donc c'est un vrai Banditi, Fra Diavolo. C'est-à-dire il a lutté contre les troupes d'occupation de Napoléon, quand Napoléon occupait toute cette région Bourbon, Sicile, royaume de Naples. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai écrit un livre qui s'appelle Banditi, qui raconte l'histoire de Fra Diavolo sous forme de roman, et j'imagine un dialogue dans une prison. Alors le dialogue est faux, mais la réalité était la suivante. Le père de Victor Hugo était un général dans les troupes de Bonaparte, et c'est lui, dit-on, qui aurait arrêté Fra Diavolo. Donc j'imagine un dialogue entre les deux, dans cette prison. Tous deux parlent de leurs enfants. Et Victor Hugo, plutôt le père de Victor Hugo, parle avec Fra Diavolo et lui dit, vous savez, j'ai des enfants, et j'ai un tout petit garçon qui a 4 ans. Je ne sais pas si je vais le faire venir ici, parce que c'est dangereux. Et comment s'appelle votre petit garçon demande Fra Diavolo au père Hugo. Et Hugo dit, il s'appelle Victor. Ah oui. Mais ça, c'est la réalité. Voilà. Mais donc, je viens de ces deux Italies. Mon grand-père... Mais donc, il y a aussi, dans tes origines, un côté anti-français. Non. Enfin, oui, anti-français. Ah oui, bien entendu. Et surtout anti-Napoléon. Anti-Napoléon. Donc, à l'époque, comme la France s'identifiait à l'époque avec Napoléon. Ah, je déteste Bonaparte. Napoléon, il a mis l'Europe à feu et à sang. Ouais. Et dans ce livre, Banditi, je raconte comment les troupes napoléoniennes ont absolument pillé, avec Vivant de Nom. Ah oui. Vivant de Nom, dont on dresse des statues ici, c'est un bandit de grand chemin qui a pillé les musées, les villas, les collections privées, et on sait très bien, enfin les Italiens le savent, il y a 30 à 40% des tableaux, des sculptures, des œuvres d'art qui ont transité dans la neige par les Alpes et qu'on n'a jamais retrouvées. Donc, c'est vrai que cette France-là, celle de Bonaparte, je la hais. Et donc, j'aime bien... parce que Gérard de Cortanze est un magnifique écrivain de langue française, mais en même temps, il conserve ce côté fort critique face à certaines pages de l'histoire de France. Absolument, et je suis... en réalité profondément italien. J'ai écrit 90 livres, sur les 90, il y en a 60 qui parlent de l'Italie. Essentiellement de l'histoire les deux tiers qui parlent essentiellement de l'histoire de ma famille, mais c'est parce que Vous savez, mon grand-père qui était maçon
mon grand-père maternel, donc le napolitain, qui était maçon venu de Naples au moment du fascisme, dans les années 20, jouait de l'accordéon dans les bals du samedi soir. Et c'est quelqu'un qui, pendant la guerre, 39-45, faisait partie de ces jeunes gens et de ces jeunes filles qui ont résisté aux Allemands grâce au jazz. C'est-à-dire que tous les soirs, dans différents lieux de France, ils jouaient de la musique swing. Ah oui. Ma grand-mère chantait et ma mère, qui était petite, qui avait 14 ans, dansait. Donc ça, c'est un souvenir que j'aime bien l'idée de venir de ces deux Italies. C'est-à-dire le Nord, le Sud, l'aristocratie, la classe ouvrière. Au fond, c'est une Italie entière pour moi. Je rassemble beaucoup d'éléments de l'Italie. Voilà, donc tu représentes aussi un symbole, pour ainsi dire, de l'unité italienne, voilà, souvent remise en cause et pourtant, à mon avis, très forte. Malgré tout, malgré les différences régionales, c'est un pays qui a sa cohérence. Mais comment tu es arrivé en France? Alors, en fait, moi, je suis né en France. Hein, mes deux parents sont nés en Italie, mais moi, je suis né en France. Je suis né dans le Saint-Ouen, qui était la banlieue parisienne de l'immédiate après-guerre, et dans une famille, alors très, très, très italienne. C'est-à-dire que on était dans une toute petite maison à Saint-Ouen, on était environ une quinzaine, dans 2 pièces. Ah oui. Donc aristocratie, mais ruinée. Et ça, j'aime beaucoup cette idée de cette famille très, très, très liée, très italienne. C'est-à-dire, on était les uns sur les autres. Et j'ai un souvenir totalement enchanteur de cette enfance, sans argent. Mais on était tous très, très solidaires et comment dire, on était assez pauvres et donc on n'avait pas le temps de se poser des questions métaphysiques. Les questions, c'était comment manger, comment trouver du travail, comment se rassembler, comment être heureux. Et ça m'a vraiment... c'est une image que j'ai gardée qui m'a totalement fabriquée et à laquelle je tiens. Alors, je vous répète, il s'agit d'un écrivain important qui a obtenu entre autres le prix Renaudot, mais même au-delà de ça, c'est un écrivain très aimé par le public français et qui a consacré les 2/3 de ses ouvrages à l'Italie. Alors, quels sont les livres les plus importants, d'après toi, de l'ensemble de ton parcours littéraire? J'en citerai 4 parce que ça forme un cycle. C'est ce que j'ai appelé le cycle des vice-rois, des vicere, hein, qui commence... Le famoso romanzo di De Roberto. Voilà, et c'était d'ailleurs le titre en français, Les vice-rois, est une sorte d'hommage qui est rendu à ce livre italien, peu connu en France, mais évidemment extrêmement connu en Italie. Ouais. Donc ça raconte une partie de l'histoire de la famille, c'est-à-dire à partir de l'unité italienne jusqu'à la fin de la monarchie, c'est-à-dire 46. Il y a donc 4 livres, Les Vice-Rois, Aventino, qui était le prénom de mon grand-père, Cyclone, et puis Assam, qui raconte... Ça, c'est une histoire fabuleuse, vous savez. J'ai souvent parlé de ça avec Georges Champrin, qui est un de mes amis. On a tous les deux des familles fantastiques lorsqu'on est écrivain. Parce qu'on a juste à se baisser pour ramasser des sujets de romans. Et moi, j'ai juste à me baisser pour ramasser des sujets de romans. Assam, c'est tout simplement l'histoire d'un ancêtre qui, désespéré de voir que les troupes françaises envahissaient le Piémont, c'est la première campagne d'Italie, décide de partir avec un ami anglais en Inde et il découvre tout simplement le thé en Assam, les jardins de thé en Assam. Et j'ai appris récemment, d'ailleurs, qu'il y avait des expériences faites en Italie, en Piémont, pour acclimater le thé Assam. Et il y a eu quelques jardins de thé qui fonctionnent encore aujourd'hui en Assam. Donc voilà, ces 4 livres, c'est vraiment, pour moi,
ceux auxquels je tiens le plus, et peut-être un petit livre un peu annexe, qui s'appelle Une chambre à Turin, et qui raconte comment j'ai retrouvé l'histoire de ma famille, le château familial, comment je me suis réapproprié tout ça, grâce à quelqu'un qui aujourd'hui est mort, mais qui était vraiment un ami, qui est Giulio Soria. Oui. C'est lui qui m'a remis comment dire... Et qui nous a mis en contact. Et qui nous a mis en contact. Il y a plusieurs années. C'est quelqu'un qui restera pour moi un élément important, puisque j'ai pu retrouver ces racines familiales que j'avais en quelque sorte un peu abandonnées et un peu rejetées. Parce que si je veux raconter l'histoire, c'est l'histoire de beaucoup d'immigrés italiens en quelque sorte. C'est-à-dire, mon grand-père m'a toujours expliqué que ce qui comptait pour lui, c'était que la France l'avait accueilli, et donc qu'il voulait être plus français que les Français. Mon grand-père fait partie de ces Italiens qui sont devenus français, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause de la guerre de 14. On lui a dit, vous voulez devenir français? Eh bien, monsieur, voici un fusil, une baïonnette, un casque, vous allez dans les tranchées, et si vous sortez vivant des tranchées, vous serez français. Mon grand-père est sorti vivant des tranchées, il est devenu français. Je vous rappelle qu'il y a plus de 17 000 Italiens qui sont morts italiens dans les tranchées et qui ne sont jamais devenus français. Donc ça, c'est l'histoire de cette famille. Et c'est aussi mon rapport à la langue italienne, c'est-à-dire l'intégration, l'oubli du pays. C'est classique, hein, ces histoires-là. Mais il y a un phénomène curieux, c'est-à-dire que la génération qui émigre essaye fondamentalement de s'intégrer dans sa nouvelle patrie. La génération qui suit a tendance à oublier la patrie d'origine, mais la génération successive a cette curiosité qui est plus qu'une curiosité, c'est un besoin existentiel de retrouver ses racines, d'où les voyages dans la région d'origine, d'où l'étude de la langue italienne. C'est exactement le trajet de beaucoup de fils d'immigrés italiens, et c'est exactement mon trajet. Mon grand-père qui émigre, mon père qui rejette totalement cette histoire, il l'a tellement rejeté, l'histoire, que moi, quand j'étais enfant, on m'a obligé à apprendre l'allemand. J'ai pris cette langue en grippe, ce qui est absurde, mais j'ai pris cette langue en grippe parce que pour moi, ma langue, c'était le français, c'était l'italien, c'était pas l'allemand. Et donc, l'autre génération, c'est-à-dire la mienne, il y a eu un intérêt pour cette Italie qui, en quelque sorte, nous avait été cachée et enlevée, mais cachée pour deux raisons. La première, c'est du côté de Naples, classe ouvrière, Fra Diavolo, on n'en parle pas trop, parce qu'il y a une image assez négative de tout ça. L'autre image, comment dire, la noblesse ruinée, même si c'est une grande famille, les héros du Piémont, mon grand-père, pour lui, il était mort. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de terrible, ce déclassement social. Donc, il ne m'a pratiquement jamais parlé de cette histoire. Cette histoire, a fallu que j'aille la rechercher après. Et je pense que c'est pour ça que je suis devenu écrivain. Donc, d'une certaine façon, je dois les remercier de m'avoir, comment dire, fermé cette histoire-là, parce que c'est en me la fermant que j'ai eu envie de la raconter, que je me suis dit, la seule façon de la raconter, c'est de devenir écrivain. Et j'ai reconstitué, petit à petit, le puzzle. Oui, mais aussi, il faut dire que l'écriture, la littérature, représente une manière de retrouver un rôle social, disons, important dans la société. Parce que, je veux dire, même si cela ne correspond pas à un titre de noblesse, mais fondamentalement, c'est un métier noble. Oui, et c'est une reconnaissance, c'est-à-dire que, bien évidemment, un psychanalyste l'expliquerait très facilement. C'est-à-dire que cette famille déclassée
dans mes ancêtres, j'ai des évêques, j'ai des cardinaux, j'ai les gouverneurs de la place de Nice, un vice-roi de Sardaigne, un gouverneur de Turin, enfin, donc c'est des gens, vous allez dans certains musées en Italie et en Piémont, il y a des ancêtres héros de Cortance sur des chevaux avec des épées et des casques. Moi, je me souviens d'une visite du musée de l'armée à Turin, avec mon fils qui avait 4 ans, qui était tout petit, il s'est arrêté devant un grand tableau, il m'a dit « Ah, papa !» Parce qu'effectivement, le type qui était sur son cheval avec son sabre à la main, il me ressemblait. Ouais. Donc, c'est certain que la reconnaissance sociale qui est acquise par l'écriture, vous retrouvez en quelque sorte votre place. Oui, dans la hiérarchie sociale. Dans la hiérarchie sociale, c'est exactement ça. Alors, c'est pas le moteur principal, mais je pense que quelque part, ça a joué aussi, évidemment, mon désir de retrouver cette place qui était celle de la famille. Alors, on a parlé de ces différentes langues à travers lesquelles tu es passé, et donc il y a le français, l'allemand, l'italien, bien entendu. Mais il y a aussi une autre langue sur laquelle tu as beaucoup travaillé en tant que traducteur, parce qu'à côté de tes romans et de tes ouvrages d'imagination, de fiction, je dirais en anglais, il y a aussi des traductions littéraires importantes que tu as faites. Depuis l'espagnol, pas depuis l'italien. Pourquoi? Mais c'est très facile à comprendre, puisque l'injonction familiale, c'était « tu oublies l'Italie ». On est intégré, certes on était italien dans le passé, mais maintenant on est français. Donc, tu ne parles pas italien, on ne mange pas italien à la maison, on ne fête pas les fêtes italiennes, on ne retourne jamais en Italie. Donc j'étais fabriqué dans un premier temps comme ça. Alors que maintenant, tu es devenu très gourmand de la cuisine et de la gastronomie italienne. Mais bien sûr, donc je me suis dit, dans ce droit fil, je vais apprendre une langue et je vais m'imprégner d'une culture qui est, contrairement à ce qu'on pense, évidemment, mais la plus éloignée qui soit de l'Italie, c'est-à-dire l'Espagne. Alors, il faut vraiment être un imbécile pour penser que l'Espagne et l'Italie sont les mêmes pays, que les langues sont proches. Non, c'est très superficiel. C'est aux antipodes, c'est-à-dire que quand vous plongez, comme c'était le cas dans la culture espagnole, alors là, vous vous éloignez à des années-lumière de la langue italienne, de la culture italienne. Ce qui fait que pendant des années, suivant cette injonction familiale, eh bien, j'ai traduit les grands écrivains latino-américains, je les ai publiés, et c'est presque eux qui m'ont appris à écrire, puisque mes amis, quand j'étais jeune poète, que j'avais 17-18 ans, et excusez du peu, j'ai eu une chance inouïe, c'était Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Julio Cortázar, Borges que j'ai croisé ici ou là, et je les ai tous rencontrés. Et c'est pour ça qu'il y a toute une première partie de mon œuvre d'écrivain qui était très influencée par le baroque espagnol, latino-américain. Mon retour progressif à l'Italie s'est fait après. C'est fait depuis, disons, les années 90. Disons que Borges connaissait bien l'italien et la littérature. Il avait une maîtrise de Dante, par exemple. Mais il connaissait tout. Il connaissait tout, Borges. Il connaissait aussi bien la littérature allemande que le vieux saxon. Et puis il était déjà bilingue espagnol-anglais. Absolument. Voilà, et puis, mais de toute manière, je l'avais écouté parler en italien. Il parlait très bien. Très bien, très fluide. Absolument. Oui. Oui, voilà. Donc, un personnage qui présente un profil vraiment très intéressant, parce que ce mélange, ce brassage de classes sociales et en même temps de différentes cultures nationales, bon, c'est très stimulant. Oui, ce que je pensais être des handicaps, quand j'ai commencé à écrire, quand je suis passé de l'adolescence à l'âge adulte, ce que je pensais être un handicap, en fait, c'était une chance inouïe, ce brassage, ce mélange. C'est-à-dire, c'est la possibilité vraiment d'une ouverture totale. C'est pour ça que je suis quelqu'un de très ouvert,
à beaucoup de choses, et d'une tolérance totale, parce que je pense que je suis né justement de ce brassage, et quand on naît de ce brassage et de cette ouverture, on a un regard sur l'existence qui est totalement en expansion en permanence. Mais c'est vrai que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus métissé, non? Bien sûr. Et donc, à plusieurs niveaux, la littérature, les mœurs, la gastronomie, enfin, donc, oui, oui. Tu es tout à fait dans cette... Oui, je suis là dans le vent, disons. Dans l'air du temps, comme ça, mais sans le vouloir. C'est-à-dire que les choses se sont faites naturellement, simplement, parce que venant de ce creuset-là, en quelque sorte, oui. Merci, Gérard de Courtange.